5 milliards de francs CFA surgissent dans une valise close, mais aucune caserne ne vacille et aucun ordre ne se fissure vraiment. Ce contraste brutal dévoile un complot étranger mal calibré, conçu pour acheter des loyautés fragiles, briser la chaîne de commandement et précipiter la chute d'Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Que révèle l'échec de cette opération sur la peur, la loyauté et la quête d'indépendance autour d'Ibrahim Traoré, dans un Sahel saturé d'ingérences concurrentes? Dans ce dossier, une valise pleine raconte davantage que bien des communiqués officiels. L'enquête ouverte autour de la valise verrouillée ne promet pas seulement de dévoiler une tentative de corruption. Elle ambitionne de comprendre ce que cet échec dit réellement de la solidité d'un État confronté à une ingérence méthodique. Le bénéfice pour le public est clair. Comprendre précisément comment un pays peut résister à une opération étrangère structurée, même lorsqu'elle mobilise des moyens financiers considérables. Dans cette affaire, un CELA soulève une interrogation essentielle. Si 5 milliards de francs CFA n'ont pas suffi à fissurer une unité militaire, qu'est-ce que cela implique sur la manière dont les réseaux extérieurs évaluent ou mésévaluent les vulnérabilités internes du Burkina Faso? L'enjeu dépasse ainsi la simple révélation d'un pot de vin manqué. Il s'agit d'un test grandeur nature de la cohésion institutionnelle, de la maturité sécuritaire et de la capacité d'un appareil d'État à absorber un choc conçu pour provoquer une rupture rapide. À travers ce fil rouge, le récit promet d'exposer non seulement les mécanismes de l'ingérence, mais aussi les ressorts silencieux qui ont permis d'y résister. La première rupture apparaît dès que les enquêteurs établissent que les 5 milliards de francs CFA n'étaient pas une somme isolée, mais le signal d'une opération calibrée pour tester la solidité de l'appareil militaire. La deuxième révélation surgit presque simultanément. La tentative n'était pas improvisée, mais adossée à des relais extérieurs capables d'ajuster leur stratégie selon la réaction interne autour d'Ibrahim Traoré. À partir de là, le décor s'éclaire sous un angle différent. Les renseignements burkinabés reconstituent les trajectoires de l'agent infiltré, les heures exactes de ses déplacements, les communications croisées avec plusieurs intermédiaires locaux et les premiers signes d'un réseau déjà installé. Leur cartographie provisoire montre que l'opération n'avait rien d'un coup isolé. Elle reposait sur des ramifications financières pilotées depuis l'étranger, sur des contacts réguliers avec des officiers formés hors du pays et sur un dispositif psychologique destiné à éroder la cohésion de certaines unités. Ce faisceau d'indices replace le Burkina Faso dans un contexte régional marqué par la concurrence d'influences et par la fragilité de plusieurs États du Sahel. En arrière-plan, la tentative d'échouer s'inscrit dans une chronologie déjà chargée. Tensions diplomatiques, critiques récurrentes contre des puissances extérieures et montée d'un discours de souveraineté cherchant à réduire la dépendance stratégique. Le pays dirigé par Ibrahim Traoré devient alors un terrain où se confrontent des intérêts multiples, parfois contradictoires, souvent dissimulés derrière des intermédiaires. Dans cette séquence, l'échec du premier maillon, acheter la loyauté d'une poignée de soldats, révèle un paradoxe central. La manœuvre supposée fragiliser le commandement a au contraire renforcé la vigilance institutionnelle. Chaque nouvel élément de l'enquête ouvre une pièce supplémentaire du mécanisme et montre comment une tentative rapide peut, lorsqu'elle est déjouée, dévoiler toute une architecture d'ingérence en profondeur. Le fil conducteur apparaît sous les traits de l'officier burkinabé qui, le premier, refuse l'approche de l'agent étranger. Son geste semble presque banal lorsqu'on le décrit, une proposition, un refus immédiat, puis un rapport adressé à la hiérarchie. Pourtant, cette réaction instinctive modifie la trajectoire entière de l'opération clandestine. Cet officier, jusque-là discret, devient la pièce pivot qui permet aux enquêteurs de comprendre que l'approche initiale n'est pas un test isolé,
mais l'amorce d'une stratégie graduelle destinée à créer une brèche dans la chaîne de commandement. Dans les heures qui suivent son signalement, les services compétents recoupent son témoignage avec des interceptions récentes et identifient un schéma d'approche répété visant plusieurs soldats considérés comme vulnérables. Ce faisceau d'indices donne une longueur d'avance aux autorités. Au lieu d'attendre que le réseau étranger consolide sa position, elles peuvent intervenir avant que les relais internes ne s'organisent. Deux micro-cas émergent dès les premiers interrogatoires. Le premier concerne un soldat approché quelques jours plus tôt par un intermédiaire local qui lui avait posé des questions apparemment anodines sur les rotations et les horaires des patrouilles. Le second met en lumière un sous-officier contacté via un cercle social extérieur à l'armée, signe que les instigateurs cherchaient également des points d'entrée plus diffus. Ces éléments montrent que la tentative n'a pas seulement échoué grâce à un acte individuel, mais parce que ce geste a créé un réflexe collectif. La vigilance se renforce, les témoignages s'accumulent et la dynamique institutionnelle se place en position d'anticipation. En somme, ce premier officier incarne la question essentielle qui suivra tout le récit: la résistance naît-elle du contexte ou de ceux qui choisissent d'agir? Tout commence lorsque l'agent étranger franchit discrètement la frontière burkinabé avec une mission précise et une valise contenant les 5 milliards de francs CFA destinés à acheter les premiers maillons de la chaîne militaire. Le plan est simple: identifier rapidement des soldats vulnérables, proposer la somme sans laisser de traces, créer une fissure interne, puisse ouvrir la voie à une tentative de renversement visant directement Ibrahim Traoré. Les instigateurs pensent que la manœuvre sera rapide. Ils misent sur la pression financière. Ils misent sur la peur. Ils misent sur l'opportunisme. Mais la mécanique se dérègle dès le premier contact. Les soldats approchés refusent. Ils signalent immédiatement l'offre. Ce geste brise la première étape du dispositif. Au moment culminant, la hiérarchie réagit dans l'heure. Les autorités localisent l'agent. Elles croisent les horaires. Elle recoupe les déplacements. Les interceptions électroniques révèlent des communications anormales, des relais locaux, des ajustements en temps réel de la part des acteurs extérieurs. La tension monte brusquement lorsqu'un message intercepté montre que les instigateurs cherchent déjà une alternative après l'échec initial. La capture survient peu après. Elle est raide, elle est nette. Elle confirme la somme colossale. L'ouverture de la valise ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une opération structurée, pensée pour tester puis fracturer la cohésion militaire. Les interrogatoires commencent immédiatement. Les perquisitions s'enchaînent. Les autorités découvrent des officiers formés à l'étranger, identifiés comme cibles potentielles. Des documents financiers prouvent que des transferts réguliers proviennent de réseaux extérieurs. Des conversations interceptées montrent la volonté de maintenir la pression malgré l'échec initial. Le complot change d'échelle. Il devient un dispositif international. Il vise à affaiblir l'État en frappant son architecture politique et sécuritaire. À ce stade, la stabilité politique entourant Ibrahim Traoré devient le nœud central de la confrontation. Dans les répercussions qui suivent, les postes stratégiques sont renforcés, les contrôles se multiplient, les communications militaires sont sécurisées, les mouvements suspects sont bloqués. Cette mobilisation rapide empêche l'effet domino recherché. En parallèle, la rue réagit. Des rassemblements spontanés apparaissent. Ils expriment une inquiétude collective. Ils expriment aussi un soutien visible. Le pouvoir perçoit ce sursaut comme un indicateur. La menace dépasse la personne d'Ibrahim Traoré et touche l'intégrité même du Burkina Faso. Les autorités rendent publiques des preuves, documents saisis, communications interceptées, aveux partiels. Mais l'histoire ne se referme pas. Elle s'ouvre plutôt sur une phase plus instable.
car si la tentative a échoué, les réseaux extérieurs n'ont pas disparu. Tout le récit bascule alors dans une longue zone d'incertitude où chaque décision devient un nouveau point de fracture possible. Ainsi, l'évolution devient plus claire. Le point de départ est clair. La somme initiale, 5 milliards de francs CFA, dépasse largement les pots de vin clandestins habituellement observés dans la région. Cette amplitude exceptionnelle indique une tentative visant la chaîne de commandement entière, non quelques individus isolés. Pour éclairer un premier repère, la valise contenant cette somme signale une stratégie offensive, calibrée pour produire une rupture rapide dans les unités ciblées. Elle révèle une intention méthodique, construite pour provoquer un basculement intérieur via un choc financier massif. Pour comprendre un second repère, les enquêteurs identifient ensuite un autre élément quantifiable, la présence d'officiers formés à l'étranger, ciblés comme facilitateurs potentiels d'un basculement. Leur nombre exact n'est pas communiqué, mais leur rôle apparaît clairement dans les rapports. Cette précision montre que les instigateurs cherchaient à exploiter les segments les plus exposés aux influences extérieures. Pour situer un troisième repère, les documents financiers saisis dévoilent des transferts totalisant plusieurs millions de FCFA provenant de réseaux extérieurs liés à des acteurs politiques étrangers. Ces flux répétés confirment une opération durable, préparée bien avant la tentative d'achat initiale. À partir de ces trois indicateurs, les enquêteurs reconstruisent l'architecture complète. Ils suivent les flux d'argent, examinent les lieux d'interception, croisent les horaires des agents impliqués et synthétisent les témoignages obtenus après les premiers refus. Leur analyse dessine un dispositif composé de plusieurs couches: financiers extérieurs, relais locaux, segments militaires ciblés et facilitateurs chargés de l'exécution interne. Cette stratification montre que l'opération n'était pas improvisée. Elle cherchait à créer une brèche progressive dans le fonctionnement sécuritaire. Chaque élément chiffré renforce la compréhension du mécanisme. Les 5 milliards signalent un choc initial massif produit pour accélérer un renversement. Les officiers formés hors du pays incarnent une zone de vulnérabilité que les réseaux extérieurs espéraient instrumentaliser. Les transferts cumulés en millions démontrent la continuité d'un soutien destiné à alimenter la déstabilisation. Leur assemblage donne un ensemble cohérent. Effet politique. Cette solidité factuelle renforce la position du gouvernement, en particulier lorsque les preuves présentées proviennent d'interceptions, de documents saisis et de témoignages concordants. Dans ce cadre, la réaction rapide des institutions empêche la formation d'une brèche profonde et limite l'effet d'entraînement que le réseau extérieur souhaitait créer. L'épisode consolide également la perception publique d'une menace externe persistante, ciblant la stabilité nationale, parfois associée à la position de figure centrale occupée par Ibrahim Traoré. Au terme de cette séquence, l'analyse quantitative permet de conclure que la tentative n'a pas échoué par hasard. Elle s'est heurtée à un appareil sécuritaire capable d'interpréter des signaux précis et d'agir avant que la pression extérieure ne s'amplifie. Deux thèses dominent l'analyse de la tentative de déstabilisation. La première, largement partagée dans les milieux qui suivent les dynamiques géopolitiques du Sahel, soutient que les puissances étrangères jouent un rôle déterminant dans les crises récurrentes de la région. Selon cette lecture, l'ingérence extérieure constitue l'ossature du complot. Financement ciblé, relais locaux, contact avec des acteurs militaires spécifiques et ajustement tactique après l'échec initial. Les documents saisis, les conversations interceptées et les transferts financiers identifiés semblent renforcer cette idée d'un dispositif structuré et persistant. La seconde thèse adopte un point de vue inverse. Elle affirme que la résistance interne, vigilance institutionnelle, cohésion militaire
refus individuel des pots de vin et mobilisation populaire spontanée forment le cœur réel de l'échec du complot. Dans cette perspective, les réseaux extérieurs peuvent bien tenter de manipuler les failles LOL, mais leur stratégie ne peut aboutir que si des segments internes acceptent de s'y prêter. Or, les soldats approchés ont refusé, ont signalé, et ce réflexe a inversé toute la dynamique prévue par les instigateurs. Le Stillman exige de rendre justice à ces deux positions. La première thèse est cohérente. Elle s'appuie sur des preuves matérielles indéniables, notamment les flux financiers venus de l'extérieur et l'existence d'acteurs locaux liés à ces réseaux. La seconde est tout aussi robuste. L'échec du premier maillon n'est pas dû à une faiblesse du complot, mais à une force inattendue du dispositif interne. Les faits montrent que la manœuvre étrangère reposait sur une stratégie flexible, capable d'ajuster ses pressions, mais que cette flexibilité s'est heurtée à une loyauté difficile à acheter. La synthèse s'impose. L'ingérence a structuré la menace, mais la résistance interne l'a neutralisée. Aucune des deux thèses ne suffit seule, c'est leur articulation qui explique le résultat final. La bascule apparaît soudain. Elle se produit lorsqu'une série d'interceptions révèle que les acteurs étrangers n'avaient pas renoncé après l'échec du pot de vin, mais ajusté leur stratégie en temps réel, prêts à réorienter la pression selon les réactions internes. Ce détail, enfoui dans les transcriptions, transforme l'analyse. Il montre que la tentative n'était pas un acte unique, mais une structure adaptable, conçue pour exploiter la moindre faille dans le dispositif national. Dans ce pivot narratif, le rôle du système sécuritaire devient central. Si les premiers soldats n'avaient pas réagi immédiatement, la manœuvre aurait pu se poursuivre sous d'autres formes, ouvrant potentiellement une brèche exploitable contre la stabilité recherchée autour d'Ibrahim Traoré. Chaque ajustement intercepté confirme une intention de persistance, signe que l'échec initial n'était qu'un contretemps dans un plan dépendant de plusieurs scénarios successifs. Cette révélation replace l'ensemble des événements sous un autre angle. L'enjeu n'est pas seulement la valise pleine, mais la capacité des réseaux extérieurs à tester, réadapter et persister. C'est ce point précis qui donne à la suite du récit une tension accrue. Les répercussions de l'échec du complot s'étendent en 4 cercles successifs, chacun révélant une transformation structurante au Burkina Faso. Ces effets ne surgissent pas immédiatement, ils se déploient graduellement, redessinant les perceptions, les équilibres et les rapports de force. Au niveau national, dans les casernes et les institutions, la cohésion militaire se renforce. Le refus initial des soldats devient un signal puissant. La vulnérabilité redoutée ne se matérialise pas. Les autorités consolident les dispositifs de surveillance, multiplient les contrôles et sécurisent les communications stratégiques. Cette réaction rapide offre une marge de manœuvre politique nouvelle. Elle permet de réaffirmer la nécessité de préserver la souveraineté nationale et de rappeler que l'État dispose encore d'un appareil capable de contenir une opération étrangère structurée. Le pays réalise collectivement que l'épisode dépasse la chute potentielle d'un dirigeant. Il touche l'intégrité même du système institutionnel. Au niveau diplomatique, à l'extérieur, les partenaires internationaux adoptent une attitude prudente. Certains expriment des inquiétudes quant à la stabilité du Burkina Faso, tandis que d'autres cherchent à se distancer de toute implication. Cette réserve confirme que les ingérences supposées renvoient à des enjeux plus larges que le seul territoire burkinabé. Le gouvernement, y compris dans les communications associées à la figure d'Ibrahim Traoré, utilise ce contexte pour réaffirmer une ligne ferme contre les interventions extérieures. Cette posture reconfigure l'équilibre diplomatique et oblige plusieurs acteurs à clarifier leurs intentions dans une région déjà fracturée par des intérêts concurrents. Au niveau narratif,
L'affaire transforme la manière dont le public parle de la souveraineté, de la loyauté et de la pression extérieure. Le refus du pot de vin et la capture de l'agent deviennent des symboles. Dans les discussions, les médias locaux et les réseaux sociaux, l'image du soldat loyal gagne un statut particulier, celle d'un individu qui, par un geste décisif, empêche une dégradation silencieuse. Le rôle du dirigeant apparaît filtré par cette dynamique. Un pays perçu comme sous pression, mais capable de se tenir debout. Cette lecture nourrit un récit qui dépasse le simple reportage policier pour devenir un mécanisme d'interprétation collective. Au niveau régional, dans l'espace sahélien, l'impact est immédiat. Les États voisins voient dans cette tentative avortée un signal d'alerte. Les ingérences extérieures persistent, souvent avec des stratégies complexes combinant argent, influence locale et relais militaires. L'épisode burkinabé rappelle que la cohésion interne peut déjouer même les dispositifs les mieux préparés. Les forces étrangères présentes dans la région doivent réévaluer leurs approches, conscientes que les dynamiques populaires et militaires peuvent renverser des plans soigneusement élaborés. Ce constat favorise une montée de la solidarité régionale fondée sur la méfiance partagée envers les pressions extérieures et sur la volonté d'éviter un effet domino dans un Sahel déjà fragile. L'ensemble de ces 4 cercles d'impact dessine une réalité élargie. L'échec du complot ne marque pas la fin d'une menace, mais l'ouverture d'une phase nouvelle où chaque acteur, interne comme externe, doit recalibrer ses stratégies face à un environnement désormais plus vigilant. L'épisode du complot déjoué ne clôt pas les tensions qui traversent le Burkina Faso. Il en déplace simplement le centre de gravité. Dans un contexte où la pression extérieure demeure active et où la stabilité interne reste fragile, 3 trajectoires possibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacune découle directement des dynamiques observées. Cohésion militaire renforcée, ingérence persistante, incertitudes économiques et repositionnement diplomatique. Dans une première trajectoire. Dans cette trajectoire, la cohésion sécuritaire reste solide. Les autorités poursuivent les réformes engagées après la neutralisation du complot. Consolidation institutionnelle, amélioration des mécanismes de surveillance, contrôle renforcé des flux internes. Les pressions extérieures persistent toutefois sous diverses formes. Influence narrative, ajustement tactique, tentative de sonder de nouvelles failles. Sur le plan intérieur, les tensions économiques risquent d'alimenter des frustrations ponctuelles, nécessitant une gestion fine pour éviter qu'elles deviennent des leviers exploitables. Ce scénario repose sur une double dynamique, solidité partielle mais durable et vigilance constante face aux réseaux extérieurs, dans une trajectoire plus favorable. Ici, la réaction sécuritaire prolongée porte ses fruits. La cohésion militaire reste élevée, soutenue par l'élan symbolique né du refus du pot de vin. Des réformes politiques et économiques avancent visant à réduire la dépendance aux circuits dominés par des puissances extérieures. La diplomatie se repositionne. Certains partenaires s'adaptent, d'autres réévaluent leur posture dans une région où les stratégies d'influence ne fonctionnent plus comme avant. Le pays devient progressivement un point d'appui régional pour les États souhaitant limiter l'ingérence étrangère. Ce scénario dépend de la capacité à maintenir la discipline institutionnelle sur la durée. Dans une éventualité plus fragile, dans cette hypothèse, les acteurs extérieurs intensifient leurs efforts pour exploiter les divisions internes. Une nouvelle opération pourrait émerger sous une forme différente: pression sociale, manipulation politique, alliances locales instrumentalisées. Si une fissure apparaît dans la cohésion militaire, la dynamique peut basculer vers une instabilité profonde. Les conséquences dépasseraient le seul Burkina Faso, touchant un Sahel déjà fragilisé par les rivalités géopolitiques et les ingérences multiples. Ce scénario reflète la dépendance étroite entre sécurité, perception publique et résistance institutionnelle.
Recommandations mentales. Pensée en couches. Pour comprendre ce qui vient, une grille de lecture s'impose. Considérer simultanément l'action interne, la pression extérieure, les récits narratifs et les dynamiques régionales. Ce cadre évite les interprétations simplistes et aide à anticiper comment une décision locale peut devenir un point de bascule dans un environnement saturé de forces contradictoires. Les événements survenus au Burkina Faso ne se limitent pas à une affaire de sécurité ou à un épisode diplomatique. Ils touchent directement ceux qui vivent la situation, ceux qui la suivent depuis d'autres horizons et ceux qui cherchent simplement à comprendre les dynamiques du Sahel. Trois groupes principaux perçoivent ces conséquences à travers des expériences distinctes, chacun avec ses propres inquiétudes et ses propres références. Pour ceux qui vivent de la situation au quotidien. Pour de nombreux Burkinabés, l'épisode rappelle la fragilité d'un pays exposé à des acteurs extérieurs capables d'influencer son avenir. La réaction des soldats, la vigilance institutionnelle et les rassemblements spontanés ont ravivé un sentiment de responsabilité individuelle. Ces citoyens voient dans l'affaire un rappel. La souveraineté n'est jamais acquise et doit être défendue à travers des gestes concrets, y compris les plus discrets. Pour ceux qui observent depuis la diaspora, dans la diaspora, l'affaire résonne autrement. Elle évoque des schémas familiers. Ingérence répétée, tentative de manipulation politique, pression économique. Pour beaucoup, la situation burkinabé devient un miroir, une illustration de la manière dont certains États africains cherchent à défendre leurs choix face à des puissances extérieures. Ce regard nourrit un désir croissant de voir les nations du continent affirmer davantage leur autonomie. Pour ceux qui étudient la région, les chercheurs, les analystes et les observateurs curieux voient dans cette crise un cas d'école. L'affaire révèle comment des réseaux extérieurs testent la résilience des institutions, tout en mesurant la réponse sociale et militaire. Elle rappelle l'importance des signaux faibles, transferts financiers, alliances mouvantes, récits publics. Pour eux, la tentative d'échouer représente un prisme pour comprendre les tensions structurelles qui traversent le Sahel. À travers ces trois perspectives, l'affaire cesse d'être un simple récit sécuritaire. Elle devient un révélateur de préoccupations, d'aspirations et de leçons partagées par différents publics. La crise révélée par la tentative de déstabilisation impose désormais une approche méthodique, pensée pour éviter que des acteurs extérieurs ne trouvent de nouveaux points d'entrée. Le contexte reste mouvant, les pressions demeurent, et la capacité de réaction interne devient un facteur décisif pour la stabilité future. Dans cette perspective, un parcours en 4 étapes s'esquisse, chacune associée à un acteur précis, une action mesurable et un horizon de mise en œuvre. Cette méthode vise à consolider un espace institutionnel déjà éprouvé, tout en garantissant que la dynamique de cohésion observée autour d'Ibrahim Traoré puisse perdurer malgré les tensions persistantes. 1. Renforcement institutionnel. Qui fait quoi? Acteurs, gouvernement et justice. Action. Accélérer le traitement des affaires d'ingérence et de corruption. Quand 3-6 mois. Mesures. Réduction des délais entre signalement et jugement. 2. Sécurisation militaire. Stabiliser avant d'avancer. Acteurs, armée et renseignement. Action. Renforcer les contrôles internes, les interceptions et la cybersurveillance. Quand immédiat, continu, mesure, diminution d'interceptions anormales et meilleure traçabilité interne. 3. Résilience économique, réduire les leviers externes. Acteurs, gouvernements et partenaires africains. Action. Diversifier les secteurs productifs pour limiter la dépendance. Quand 6-12 mois. Mesures.
variation des contributions sectorielles et hausse des investissements internes. 4. Coopération régionale. Protéger le Sahel. Acteurs. Burkina Faso. Plus voisin. Action. Harmoniser les dispositifs de sécurité et partager les renseignements. Quand. Continue. Mesure. Nombre d'opérations conjointes et fiabilité des alertes partagées. À travers ces quatre axes, la riposte cesse d'être réactive pour devenir stratégique, permettant de transformer une menace révélée en opportunité d'ancrer durablement les mécanismes de protection nationale. L'histoire revient naturellement vers celui qui, au tout début, a renversé l'ordre prévu. L'officier qui refuse la valise pleine et déclenche l'alerte avant que le réseau étranger ne puisse consolider sa position. Ce geste discret, presque effacé derrière l'ampleur des révélations qui suivront, devient pourtant la racine invisible de toute la résistance institutionnelle. À travers ce refus initial, le pays découvre qu'une décision individuelle peut suffire à empêcher la fissure silencieuse que les instigateurs espéraient provoquer. Dans les semaines qui suivent l'affaire, la lecture publique de la crise se transforme. Le rôle du dirigeant est perçu à travers cette dynamique. Un pays sous pression extérieure, mais capable de tenir, de s'organiser, de réagir. Les discussions ramènent souvent à cette articulation. L'ingérence existe, mais la cohésion peut la neutraliser. C'est dans ce cadre que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit non comme un symbole isolé, mais comme une partie d'un ensemble institutionnel désormais plus vigilant. Le motif fondateur demeure simple. La résistance commence par un choix silencieux. Et c'est ce rappel, transmis de caserne en caserne, qui donne à l'épisode une portée humaine dépassant largement les frontières du dossier sécuritaire. L'affaire du complot déjoué laisse bien davantage qu'un simple dossier d'enquête. Elle interroge la manière dont une société choisit de protéger son indépendance face aux pressions extérieures. Dans un contexte où chaque geste, chaque vigilance et chaque prise de position peut renforcer ou fragiliser ce qui a été préservé, la responsabilité ne repose plus uniquement sur les institutions. Elle s'étend aux citoyens, aux observateurs, aux communautés qui façonnent le récit collectif et refusent de laisser d'autres écrire leur avenir à leur place. Cette dimension sociale transforme l'épisode en symbole, un rappel que la souveraineté ne tient pas seulement dans les textes, mais dans les comportements ordinaires, dans la manière de s'informer, de débattre, de rester attentif aux récits imposés. La question qui demeure, ouverte à tous, est simple et essentielle. Comment soutenir durablement les nations qui cherchent à préserver leur indépendance face aux ingérences persistantes? Votre réflexion, votre regard et vos échanges peuvent alimenter ce débat.